Bonjour Quentin. Bonjour Damien. Donc aujourd'hui on est à Nantes, je suis venu avec Nicolas, on vient pour le Web Today et on a décidé de s'arrêter en descendant du train chez Clever pour parler avec Quentin, parce que Quentin a une bonne vision de ce que c'est que d'être développeur en France et de recruter des développeurs sur l'ensemble des sujets qui nous concernent. On est assez content d'être là. On va faire un format long aujourd'hui, donc il y en aura probablement pour 30 minutes à 45 minutes sur l'ensemble des sujets. Voilà. Est-ce que tu sais te présenter, Quentin, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Donc je m'appelle Quentin Adam, j'ai ce pseudo imprononçable sur à peu près toutes les plateformes qui est WAXZCE. Wax. C'est ça, ou comme on le dit des fois dans la boîte. Je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud et je suis développeur avant tout. Du coup, la première partie de l'interview, on va se concentrer sur ce sujet-là. En tant que développeur, quel a été ton parcours professionnel en tant que développeur? Qu'est-ce que tu as eu comme étape dans ta vie sur tous ces sujets-là? Alors en fait, moi dans mon âge, j'ai eu la chance d'avoir plus ou moins toujours un ordinateur à la maison, parce qu'on avait des Macintosh au tout début, et je suis plus jeune que le Macintosh. Et puis après, mon père qui était un DEP, en fait, lui renouvelait son PC globalement tous les 2 ans. Et donc on avait toujours des putains de PC à la maison, donc j'avais mon PC perso avant d'entrer au collège en fait. Ouais. Et du coup, les jeux, alors d'abord les jeux à l'époque c'était quand même un peu à chier, tu vois. Et les jeux m'ont jamais trop chauffé, et j'ai commencé à bricoler ce machin, je commençais à coder tout seul au collège, et ça a continué, j'ai fait du C au tout démarrage sur Windows 95, donc c'était marrant, c'était l'époque où tu disais à Windows, tu disais en C, va écrire là dans la mémoire, le truc ne te posait pas de questions, il n'y avait pas de préemptif ni rien, donc il allait écrire, si tu n'étais pas au bon endroit, l'endroit où l'OS allait penser que tu allais coller ta mémoire, tu faisais un blueprint of the death sur commande. Okay. Et comme le machin mettait 6 minutes à booter, c'était quand même bien pénible. Et après, j'ai fait du web, je me suis retrouvé à faire du Java aussi, du PHP, je suis parti dans ActionScript, enfin voilà. En termes de formation, parce que la formation des développeurs, on est souvent concentré sur les écoles d'ingénieurs, c'est pas forcément ton cas? Ah non, moi j'ai appris tout seul, j'ai appris avec des bouquins, parce qu'à l'époque, Internet, c'était très low, et j'ai acheté énormément de bouquins, et j'apprenais avec des bouquins, et je bossais seul. Faut vous dire qu'à cette époque-là, en fait, à la fin du bouquin, tu avais une annexe qui était la librairie que tu allais utiliser dans le bouquin. Et en fait, il y avait un moment très pénible où tu recopiais la librairie. C'est-à-dire tu recopiais le code de la lib pour pouvoir faire les exos, sinon ça marchait pas. Et du coup, donc j'ai fait tout ça, j'ai appris à coder, j'ai grandi en codant, et après j'ai fait une école d'ingé, où ça m'a plus amené les parties réseau. En fait, j'ai fait une école d'ingé où c'est l'année où ils avaient craqué, ils avaient décidé qu'on passerait les CCNA 1, 2, 3, 4 et P en la première année. Donc on était bien, donc on a globalement largué les 75% de la promo, tu vois, assez vite, tu vois, parce que c'était un peu violent comme ambition. Et j'ai jamais été trop assidu à l'école d'ingé, parce que les mecs ne savaient pas à grand chose, c'était pas très intéressant. J'avais une dispense d'assiduité, on leur fera pas de dédicace, non mais en fait on peut le dire. En fait j'ai fait Supinfo du temps où c'était cool, on était 12 à Nantes, on a monté l'école, c'était trop bien, moi je gérais une partie des relations avec l'écosystème, du coup j'avais pas en cours parce que j'avais pas besoin, j'avais les clés de l'école, parce qu'on pouvait jouer, à l'époque on avait chacun un routeur Cisco, quand on faisait du Cisco, donc les pièces à 7000 balles. Chez Supinfo c'est toujours important les labos. Je sais pas du tout ce que c'est devenu. En fait, à un moment, c'est devenu un scam absolu, cette école. Une arnaque, et parce que les mecs ont fait n'importe quoi avec la thune. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, moi, ça me gavait, j'avais déjà une boîte. Et en fait, je devais donner un talk au South by Southwest. Ouais. Et du coup, je leur ai fait un mail en disant, les gars, je passerai au rattrapage. Ils m'ont dit, ça va pas être possible. Et il y a un moment, il faut que vous choisissiez. Et pour eux, je serais là pour le truc. Le truc, c'est que je leur ai dit, les gars, le South by Southwest, quoi. C'est genre, je vais pas ne pas aller au South by Southwest, tu vois, ça va pas se faire. Donc en fait, je suis j'aimerais beaucoup y aller. Je pense que ça a pas mal changé depuis la grande époque, pour être tout à fait honnête. Je veux pas jouer au vieux con en disant ça, mais le moment où l'événement est monté, en fait, c'était complètement mythique. Et j'ai pas l'impression que ce soit à ce stade de mythique aujourd'hui, tu vois. C'est vrai que... Ouais, je pense que ça a vachement changé. Après, ça a toujours été un événement
plusieurs facettes et je pense qu'il y a des années où certaines facettes prennent plus le dessus que d'autres. Ouais, après en fait, dans l'événementiel pour moi, si tu veux, un événement il a un momentum et donc en fait il a des phases de croissance et quand tu es dans la phase de croissance et que tu y arrives en fait avant, que tu es early adopter dans un événement, c'est ouf parce que tu sens la phase de croissance, ça tire vers le haut et au bout d'un moment tu as trop de monde dans l'événement donc en fait ça déqualifie les gens que tu vas rencontrer. Et t'as des gens qui sont plus acteurs, qui apportent, mais t'as des gens qui sont licheurs en fait dans le truc. C'est comme en peer-to-peer, tu vois. Et à ce moment-là, ça devient très compliqué et c'est moins intéressant. Et en fait, faut être bon à spotter les trucs. Et en fait, j'avais un pote qui bossait à l'Europe qui m'avait dit ce serait cool que tu y ailles. Et du coup, genre, j'y étais, mais moi au début, j'étais pas du tout convaincu de cette histoire. Les mecs, c'était au Texas, j'avais les cheveux longs. J'étais là, genre, vous savez que les mecs, ils ont des fusils à la ceinture partout. Enfin, vous êtes sûr de votre coup. Et en fait, c'était trop bien. Enfin bref, toujours est-il que j'ai jamais fini cette école d'ingé et je m'en tape un peu, en fait c'était pas très intéressant. Mais donc développement, beaucoup d'apprentissage seul, autodidacte et les bases théoriques qui m'ont été fournies en architecture des ordinateurs dans l'école d'ingé où à l'époque on avait des gros cours d'archi d'ordinateur, on faisait des CPU virtuels, on écrivait notre propre ASM et après on devait coder des trucs, enfin un mini OS sur cet ASM là. Enfin du coup on était bon en architecture des ordinateurs, ce qui était cool. Et puis réseau où c'était vraiment intéressant aussi. Et du coup après dans le début de ta vie pro, quel genre de développeur tu étais? Bah en fait après ça a pas mal merdé parce qu'en fait j'ai créé ma première boîte assez vite. Parce que du coup en parallèle du South by, en fait tout ça je le faisais parce que j'avais déjà créé une première boîte de jeux vidéo. Et j'étais très le programmeur motherfucker, tu vois, genre dans la vie faut coder, tu vois, genre les process, les machins, on n'est pas là pour ça quoi. En plus on faisait du jeu vidéo, donc le jeu vidéo c'est vraiment enfin c'est vraiment un milieu où genre si t'es un gros bœuf c'est cool, tu vois. Et enfin surtout à cette époque-là où du coup tu shippais une galette et t'allais plus jamais revoir le projet. Ouais. T'allais shipper une galette aux gens, donc tu vois, fin de la discussion quoi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui c'est pas pareil, t'as du. Il faut la mise à jour, il y a des DLC. C'est ça, t'as du DLC, tu vas faire de l'amélioration continue, donc du coup tu peux pas porchériser sur les 3 dernières semaines de la livraison en disant de toute façon ça part, on n'y touchera plus jamais, parce qu'aujourd'hui si tu veux c'est un soft qui va avoir une vie plus normale et traditionnelle, tu vois. Et donc, ouais, au début, du C++ beaucoup, parce qu'on faisait du jeu vidéo, donc on a fait du WebGL, en fait, on a découpé Firefox, on a intégré de l'OpenGL dedans, c'était un peu compliqué, j'avais découpé un bout de Firefox pour le faire tourner server-side, pour faire du JavaScript server-side, ce qui était assez cool, mais c'était avant Node, tout ça. Et ça, et de l'autre côté, on était devenus des gros fadas de Java, genre on va faire selon le JCP et tout. Et puis, quand on a décidé pour X raisons d'arrêter de faire du jeu vidéo, parce que, en fait, le jeu vidéo, si tu veux, c'est un milieu. Moi j'étais rentré dans le jeu vidéo pour faire des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il y avait des jeux qui m'avaient fait rêver, et nous, ce qu'on voulait faire, c'était des œuvres d'art. Le jeu vidéo, à un moment, le business du jeu vidéo, c'est devenu faire du casual. Et du casual free-to-play. Et le casual free-to-play, si tu veux, tu fais plus une œuvre d'art, tu fais un truc qui pousse les gens à consommer tous les jours et où tu les frustres suffisamment pour que les mecs te filent du cash et pas suffisamment pour qu'ils s'en aillent. Et ça, en fait, tu vois, c'est le business model de l'arrêt de la branlette, en fait. Tu vois, genre, c'est vraiment à chier, en fait, comme business. Parce que j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Moi, j'ai pas envie d'être un mec qui vend de la frustration, tu vois. Ça m'amusait plus du tout. Et par contre, comme j'étais dans l'idée de construire l'automatisation des serveurs, parce qu'en fait j'étais le seul ops à la base de la boutique, on était 10, et j'étais le seul ops à la base de la boutique, j'avais tout automatisé. Et en fait, quand on faisait de la presta un peu à côté pour bouffer, parce que le jeu vidéo c'est sympa, mais ça nourrissait pas très bien, on s'est rendu compte qu'en fait l'archi d'infra des autres, elles étaient à chier, quoi. Et du coup, on s'est dit, mais en fait ça c'est cool, et en fait ça nous passionnait à faire. Du coup, on s'est dit, on va aller vendre ça. Et du coup, on a créé Clever Cloud là-dessus avec quelques personnes qui étaient dans la boîte de jeu d'avant. Voilà, et c'est devenu mon principal focus. Et du coup, Clever, en plus, c'est un truc en tant que développeur qui est vraiment marrant parce que tu as du très low level. Donc, on a des patchs dans le kernel, on a réécrit un reverse proxy de 0 en Rust, enfin, on a retapé des bouts de la virtualisation. Enfin, tu vois, on a des trucs très low level. Et de l'autre côté, tu as de l'API, plus big data, plus machin. Alors au début, pas big data, mais maintenant big data. Si tu veux, aujourd'hui, il faut qu'on accepte des dizaines de gigaoctets
par heure de données de comment va un CPU, tu vois. Ouais. Et je te parle même pas des logs où c'est des données pléthoriques, tu vois. Ouais. Et en même temps, on avait un truc très informatique d'entreprise qui est, on fait une API en Java en suivant les specs du JCP. Non, on était même à l'époque, on était parti sur Geronimo, ce qui peut faire marrer tout le monde dans l'écosystème Java, parce que c'est pas, tu vois, des fois j'ai fait des vraies mauvaises décisions techniques, bah, ça c'en était une, tu vois, genre, on est passé sur Glassfish après. Non, mais en fait, tu vois, nous on accepte de tout. Chez nous, du coup, tu as du Java, tu as ça. Après, on a fait la découverte de Scala et c'est cool. Et en même temps, on a un gros frontal. Enfin, je crois que c'est près de 70 000 lignes de code de JavaScript, si tu veux, le frontal. La console chez vous, c'est de l'Angular? Non, pas du tout. En fait, c'est du Vanilla. En fait, la console va être beaucoup changée cette année parce que là, on va pouvoir enfin buter des trucs. Mais la console, en fait, elle tourne sur le framework. En fait, quand j'avais fait la boîte de jeu et que du coup, j'avais fait du JavaScript server-side, ça faisait tourner le moteur de jeu. Et pour triper un soir, j'avais racké un serveur web dans le machin. Donc en fait, je faisais de l'appel CGI via Apache. Alors, sur le papier, ça a l'air génial et tu dis que les mecs étaient brillants, tout ça. Faut avoir conscience d'un truc, ce machin était complètement baisé. En fait, il bootait en 4 minutes le serveur web que j'avais codé. Et il y avait des fuites de mémoire, du coup, il était crashé dans le quart d'heure. Ouais. Du coup, globalement, j'en bootais 4 avec des timers différents. Et globalement, il y en avait un qui bootait, 2 qui bootaient, 3 qui bootaient, 4 qui bootaient. Et globalement, tu en avais toujours 2 pour répondre avec un reverse proxy devant. Mais en fait, globalement, les process avaient une timeline de vie d'à peu près 15 minutes en crachant en boucle, si tu veux, comme ça. C'était assez ignoble. Genre 4, c'est ça? Ouais, on était 4 sur la même bécane toujours, c'était bien. C'était vraiment ignoble, mais ça marchait. Et en fait, à l'époque, on avait codé un framework du coup qui faisait de l'HTTP là-dedans et qui faisait du web. Ouais. Où en fait, on faisait comme si on avait un browser des deux côtés. Et comme c'était la fameuse époque où on avait encore à supporter des conneries à la IE6, quand tu atteignais le serveur, on t'amenait la page, on faisait du server-side rendering, donc ce que les gens font en Angular aujourd'hui. On t'amenait la page, et quand la page se chargeait dans le browser, en fait, il checkait ce que savait faire le browser, et soit il décidait qu'il allait prendre la main et tout gérer lui-même, et alors là, on partait sur des effets qui coûtent, transparence de machin. Ouais. Soit il se disait, bah, le browser est tout baisé, donc on va faire à l'ancienne, et on va continuer à faire du server-side rendering. En fait, pour coder ça, on avait codé un truc qui s'appelait IAJAS, Yet Another JavaScript Application Server, qui en fait gérait ça. Et avec le temps, on a fini par porter IAJAS en Node. Ouais. Et avec un passage magnifique quand même par la machine Rhino de JavaScript de Java, donc on faisait tourner tout ça dans Java. Et en fait, IAJAS c'est toujours le cœur de la console, parce qu'on ne l'a jamais dégagé. Et donc c'est la grande idée de cette année, c'est qu'on va peut-être dégager ce machin que j'ai écrit en Vanilla.js il y a 8 ans. Est-ce qu'en une phrase on peut revenir sur Clever? Qu'est-ce que fait Clever? Ok. Si on n'a jamais entendu parler de Clever Cloud. Clever Cloud, en fait, ça fait le déploiement et le maintien en condition opérationnelle de tes services. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dois déployer un truc, ça part sur des serveurs, et là, normalement, tu passes la main à des ops. Ouais. Ou si tu as envie de les payer plus cher, tu les appelles des DevOps. Et en plus, les mecs vont t'inventer de coller du Kubernetes et des conneries comme ça au passage, quoi. Mais globalement, nous, notre business, c'est pas du tout de réfléchir à le combat watt, comment ça. Toi, tu pousses du code, donc tu prends ton code, tu le pousses, on va le builder, on va le déployer, et on va ensuite le monitorer, collecter les logs, relancer ce qui merde, mettre à jour les serveurs, faire tout le frontal, le SSL, le bidule, gérer les bases de données, backuper les BDD, migrer les BDD, gérer les hardware qui ont des problèmes, gérer les problèmes de réseau. En fait, on gère tout. Et ça, c'est que du soft qui gère tout ça. Ça a plusieurs effets de faire ça. Un, ça fait baisser les coûts. Ça fait baisser les coûts parce que tu utilises mieux le hardware dont tu as besoin et donc du coup ça coûte moins cher. Ça fait baisser les coûts parce que tu as beaucoup moins de temps humain à passer dessus, donc potentiellement tu as besoin de moins d'ops, voire de pas d'ops. Ça fait énormément augmenter la rapidité de tes développements. Chez Maïf, les mecs ont calé du Clever et sur la même période de temps, ils sont passés d'1 projet délivré à 8 projets délivrés. Mais alors, du coup, c'est le Clever on-premise? C'est du hybride dans leur cas, mais ils utilisent le Clever Cloud chez nous, quoi. Ok, cool. Pas mal. Donc voilà, tu vas baisser les coûts, tu vas augmenter la qualité de service, tu vas standardiser ta qualité de service parce que nous, que tu sois sur une API de dev, de machin, de l'interne, on va toujours mettre un haut niveau de qualité de service. Fin de la discussion, c'est plus simple.
et tu vas maximiser tes temps de développeur, ce qui dans un contexte que tu connais bien où aujourd'hui c'est très compliqué de recruter des développeurs, et donc l'idée elle est de dire on va maximiser le temps du développeur en le laissant se focaliser sur ce qu'il aime et pas aller faire soit des discussions avec la prod qui n'en finissent pas, soit aller gérer eux-mêmes les BHN, qui est un peu ce que font les gens, tu vois, sur AWS, où ils se connectent, ils s'installent Docker, ils font du Kambawa. Enfin, alors moi je trouve ça d'une complexité monstrueuse pour un truc qui, pour finir, peut s'automatiser. Du coup, on peut rentrer dans le détail, parce que moi j'ai toujours été convaincu par le PaaS, j'utilisais Heroku avant d'utiliser Clever. Après, du coup, j'ai pu toucher Heroku depuis 5 ans maintenant. Parce que je fais que du Clever maintenant. Et c'est très différent quand même, votre façon de faire, et ce que vous vendez, c'est très différent de ce que font les PaaS, dans la mesure où c'est toujours des VPS, c'est ça? Ouais, en fait, tous les autres PaaS se sont construits au-dessus des IaaS, donc du Amazon ou du Google Cloud, etc., qui du coup leur fournissent les machines virtuelles. Et en fait, il s'est passé un truc, alors quand tu fais ça, tu fais une énorme erreur, qui est de ne pas intégrer une partie de ta chaîne de valeur. Et moi, je trouve que ça fait une chaîne de valeur qui du coup est trop courte, et du coup, tu as du mal à être rentable. C'est-à-dire que tu vas aller chercher 20-30 points de rentabilité, là où en vrai, dans la vie, il faut en chercher beaucoup plus. Sinon, t'as pas de volant commercial, t'es pas serein, et en plus, ton principal concurrent est ton principal fournisseur. Enfin, c'est pas une bonne situation. Et en fait, ils sont tous construits comme ça. Du coup, ils ont mis les process des gens qui se connaissaient pas les uns à côté des autres. Et avec le temps, ça a itéré et globalement, ça a donné ces technologies de conteneurs. Mais en fait, les conteneurs, leur racine vient de l'idée on a besoin de subdiviser des grosses instances réservées à l'année d'Amazon, parce que si on boot et on déboot des petites instances en permanence, ça coûte une fortune. Nous, ça n'a jamais été le cas, parce qu'on a nos propres beacons. Et du coup, en fait, nous, on considère que la machine virtuelle, c'est bien pour isoler. Tu auras de meilleures perfs, parce que les gens voient que l'impact sur le CPU, mais en fait le CPU c'est pas très intéressant pour les perfs. Enfin, c'est pas le point central de perf d'une application web. Une application web en fait elle sert pas tant que ça de son CPU. Elle va lire de la donnée sur un disque dur dans une database et elle balance de la data sur le réseau. Donc en fait le problème c'est l'IO. Et en fait tu as plein de performances pour accélérer l'IO entre des machines virtuelles. Qui sont beaucoup plus chiantes à faire dans des process, parce que du coup tu es obligé de faire du check dans du contexte userland, et du coup ça te coûte beaucoup plus cher en fait. Et du coup nous on va te fournir à chaque fois une machine virtuelle dans laquelle tu es, ça isole, tu as de meilleures perfs, tu peux faire beaucoup plus de choses que sur les autres parce qu'on a beaucoup moins de contraintes de sécurité. Si tu veux péter ta machine, tu peux péter ta machine, ça n'a rien changé à ma vie ni à celle de mes autres clients. Et surtout, on est vachement tranquille le soir, on dort vachement mieux. Et donc, tu as beaucoup moins de problèmes de noisy neighborhood, tous ces trucs-là sont beaucoup plus light. Donc, l'intérêt, c'est que nous, on va te vendre un service qui a plus de perf, plus de qualité et surtout une isolation bien plus forte. Donc ça, on est très différent des autres PaaS là-dessus, parce qu'ils sont tous partis, tu vois, dans cette autre option. Et surtout... Même en termes de déploiement, ça va plus vite parce que les autres, ils ont tendance à faire une image de conteneur, alors que vous avez compilé l'appli, vous tirez un tar GZ et vous faites la commande pull run. Et en fait, c'est beaucoup moins lourd d'aller chercher une image. Mon application en tar GZ, elle est plus légère. C'est exactement ça. C'est surtout que nous, quand on doit balader des gros binaires, parce qu'on le fait beaucoup, mais en fait, on balade tout en peer-to-peer. Ce qui veut dire que, en fait, quand on réfléchit la technologie, nous, on réfléchit toujours le worst case scénario, tu vois. Fondamentalement, je vais te donner un exemple simple pour comprendre cette histoire-là. Imagine que tu dois patcher une faille SSL. Tu dois le faire sur tous tes HV, donc tous tes hyperviseurs et toutes tes machines virtuelles. Ce qui veut dire que tu dois traîner le binaire. Si pour traîner le binaire, tu fais, comme par exemple dans Docker, des requêtes HTTP, donc tu les livres par HTTP, tu as un serveur central et tout le monde vient taper dessus pour choper. Et fondamentalement, dans l'absolu, tu dis que ça marche. Le problème de ça, c'est que si tu tapes dessus avec 13 000 bécanes, les 13 000 bécanes vont passer à attendre un seul point de bottleneck qui est le tuyau de sortie, qui est la carte Ethernet en fait, de la bécane sur laquelle tu tapes. Quand nous, on distribuait nos mises à jour, et c'était il y a très longtemps, de notre infrastructure via HTTP, on mettait 13 heures à faire les mises à jour de 400 bécanes, je crois. Aujourd'hui, donc à ce moment-là, on est passé en peer-to-peer. Aujourd'hui, on met 17 minutes à mettre à jour toute notre infra, qui n'a rien à voir avec l'époque, enfin c'est délirant. Et surtout, ce chiffre-là, en fait, il n'a pas bougé depuis qu'on est passé. Et en fait, les 17 minutes, concrètement, c'est les transcontinentales, quoi.
qui en fait prennent du temps, parce que tu déploies en peer-to-peer. Et ça, tu vois, c'est un vrai cas de si je dois tout rebooter, comment ça va se passer, tu vois. C'est un vrai cas où on réfléchit le problème, pas en se disant on va réfléchir le problème dans le cas général, parce qu'en fait, tu n'as jamais besoin de tout rebooter, sauf le jour où tu en as besoin. Et en fait, là, tu es dans la merde, si tu ne l'as pas pensé de base. Et donc, c'est pour ça que nous, on a basé ça sur du peer-to-peer, on a basé ça sur, tu vois, cette capacité à rebooter plein de trucs. Et quand on réfléchit à techno, on pense toujours comme ça. Et pourquoi on disait ça ? Je te demandais pourquoi Clever c'était mieux que les autres passes. Ouais, bah en fait, on est mieux que les autres passes aussi parce que quand en fait je t'explique ça, tu comprends qu'en fait on n'a pas réfléchi, on fait du déploiement. Ouais. Tous les autres passes sont des gens qui se sont dit tu nous files un serveur, enfin tu nous files de l'appli, on va te la déployer. Mais ça en vrai c'est simple à faire. Tu vois, un script de déploiement, c'est pas compliqué à faire. Ouais, mais des technos de déploiement, t'en as des milliers, t'as Ansible, t'as Puppet, t'as Chef, t'as Salt, t'as Dockerfile qui pour finir est un script de déploiement. Enfin, et c'est la même histoire en boucle de gens qui font ça, tu vois. Ouais, Cube en fait partie. Dans l'écosystème Java, on avait des trucs très compliqués basés sur des ER, avec des fichiers de ressources qui allaient foutre le bordel dans les serveurs d'applications et compagnie. Mais en fait, c'est des scripts de déploiement. C'est simple de faire un script de déploiement. Le problème, c'est le maintien en condition opérationnelle. Le maintien en condition opérationnelle, c'est la capacité à mettre à jour, c'est la capacité à backuper, c'est la capacité à surveiller, c'est tout ça. Nous, on a d'abord fait le maintien en condition opérationnelle, et ensuite, il se trouve que le déploiement fait partie des événements du maintien en condition opérationnelle. Et en fait, le fait qu'on ait complètement pensé le truc dans l'autre sens, fait que du coup, c'est beaucoup plus stable, parce que ça a été pensé pour être avant tout stable. Tu vois ce que je veux dire, comme pensée? Non, t'as raison, et puis même de manière générale, c'est vrai que les conteneurs chez Roku, on avait des performances variables, et maintenant en VPS, s'il y a des variations de performance, on est quasiment certain que c'est notre appli qui est pété, quoi. On a plus ce réflexe de dire ah ça passe. Et puis la dépendance au provider, c'est un vrai phénomène. Moi, je me rappelle, AWS avait pété de la résolution de DNS, en tout, et Roku était indisponible pendant 2 jours, quoi. C'est un autre problème de gouvernance de beaucoup de PS, c'est comme ils sont construits sur des stacks qui sont en dessous d'eux, ils ont un problème de dépendance. Prends Spectre et Meltdown il y a 1 an et demi, tu vois, donc tu as Intel qui annonce, c'est le feu, tout le monde est en train de paniquer sur le net. Et je parle d'Heroku là, mais c'est un exemple de dépendance, tu vois. Heroku, très concrètement, nous on avait patché dans la demi-journée. On avait patché, on avait tout rebooté, on avait patché le kernel, tout était rebooté, on avait fait un mail, la vie est belle. 3 jours plus tard, Heroku écrivait un billet de blog disant on va s'en occuper, on attend Canonical et AWS. Parce que très concrètement, vu qu'ils étaient basés au-dessus d'Ubuntu sur AWS, en fait, pour bouger sur ces sujets-là, ils étaient piégés en fait, ils ne pouvaient pas agir. Il fallait Canonical bouge et qu'AWS bouge. Et comme c'est pas toi, ils n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts dans la vie. Et quand tu prends des décisions technologiques, il faut toujours savoir quelles sont les choses sur lesquelles tu veux avoir la main même si ça t'emmerde, parce qu'il faut être capable de réagir. Et notamment nous, on veut avoir la main sur le kernel. C'est pas, il y a beaucoup de gens qui pensent parce qu'on est des gros barbus machin. Alors d'abord c'est complètement faux parce que les gens qui font du kernel chez nous, ils n'ont pas de barbe. Et qu'ensuite il y a des nanas chez nous et qu'elles sont pas plus barbues que ça et qu'elles font du code. Donc tu vois, on n'est pas sur. Mais c'est parce qu'en fait, s'il y a une faille du kernel, j'ai pas envie d'attendre. Il y a des exploits du kernel qui ont été patchés chez nous avant le patch officiel, voire on a participé au patch officiel, mais en fait nos kernels étaient patchés. Parce qu'on n'a pas envie d'être dépendant de quelqu'un sur ce sujet-là, qui est la sécurité et qui est quelque chose de vraiment grave, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ce boulot d'hébergeur, parce que pour finir, du coup, on fait de l'hébergeur, donc on le fait on-premise et on le fait dans le cloud, hein, donc c'est les deux, mais en faisant ce boulot d'hébergeur, j'ai découvert qu'en fait, dans la hiérarchie de la gravité des incidents, tu vois, les gens pensent que Dawn, c'est l'incident le plus grave. Mais en fait, c'est pas si grave que ça. Les gens t'emmerdent, les gens gueulent, ils sont Dawn, c'est grave. Mais un problème de sécu qui peut lier à un vol de données, c'est plus grave. Un problème d'accès à la donnée, ce qu'a fait Salesforce il n'y a pas longtemps, leur base de données, ils se sont chiés sur une ACL et les résultats, tout le monde avait accès à tout. C'était très communiste pour une boîte qui s'appelle Salesforce. Ça, c'est très grave en fait. Les gens ne sont pas du tout contents. Et nous, en fait, on a identifié que le risque le plus fort qu'on puisse avoir, c'est si jamais tu tapes le nom de domaine a.com et que je t'affiche b.com,
tu vois, parce que je merde dans le routage. Je pense qu'en fait, pour les gens, ça c'est encore plus grave que de se faire voler de la donnée. C'est ouais, et surtout tu fais de l'impersonation et tu as un souci de com monumental et ça, ouais, ça se passerait vraiment très mal. Votre site est complètement défacé, etc. En fait, ils avaient ouvert dans Internet Explorer. Ça arrive encore.